Le titre de ma présentation, c'est vrai, est un peu sinistre. Comment l'État peut faire main basse sur votre argent? Alors, oui, effectivement, pas que le vôtre, le mien, celui de tout le monde. Et puis, eh bien, on a vu à l'automne que le cas de la France, en fait, dans cette crise de l'euro, a commencé à être examiné d'un peu près. Alors, bon, là, je vous ai mis des titres de nos amis allemands. Je vous ai mis deux couvertures de The Economist. Celle de droite donc, était parue cet été, celle de gauche est parue tout à fait récemment. Donc ça, c'est pour situer. Il y avait un petit problème dans mon livre, c'est qu'avant de faire faillite, qui va être la concrétisation de l'échec en fait, de toute une caste et une élite, eh bien, tous les moyens seront bons pour retarder l'échéance fatale. Et c'est donc le thème de Main basse sur votre argent, qui est un deuxième livre. Alors, si vous voulez, le premier critère, mis très simplement, c'est l'État dépense trop. Ça fait 38 ans que ça dure. Le deuxième critère, dette publique sur recettes fiscales, ça revient à dire que la dette dépasse nos capacités de remboursement. La pression fiscale, ça veut dire que l'État ne peut presque plus augmenter les impôts. Bon, je sais que je crois qu'il y avait eu un petit dessin de Faisan qui était paru, je crois, en 81, et qui était une caricature de Marchais qui disait tant que les riches ne seront pas taxés à 100%, ils n'auront pas assez payé. Quatrième critère, donc une économie plus communiste que capitaliste, je vais insister là-dessus parce que c'est très important, je pense qu'on le comprenne. Alors, la vérité sur le déficit, nous en sommes à 20% de déficit. Ça n'est le critère de Maastricht des 3%, n'a strictement aucun sens. Un instituteur de la vieille époque dirait on n'a pas le droit de diviser des choux par des carottes. Ça ne se fait pas. L'État ne possède pas tout le PIB d'un pays, parce qu'il faut bien que ses citoyens vivent quand même. L'État, donc, il a des recettes. Ces recettes, ce sont nos impôts. Et puis, il a des dépenses, et dans les dépenses, eh bien, il y a différents postes de dépenses, de redistribution, de fonctionnement et de charge de la dette. Je voudrais aussi assassiner une idée reçue, tant qu'on y est, qui est que l'État investit. C'est absolument grotesque. L'État n'a jamais investi. L'État ne peut pas investir. Alors là, je vois des têtes qui se dressent, là déjà, qui me disent, bon... Alors, je vais vous prouver que l'État ne peut pas investir. Non, alors déjà, il y a les fonctions régaliennes de l'État. C'est police, justice, armée, diplomatie. Quatre fonctions régaliennes principales de l'État. Si vous pensez que c'est bien pour un État de gagner de l'argent avec la police, la justice, l'armée et la diplomatie, on n'a pas tout à fait la même philosophie de l'État. Donc, dans ces fonctions régaliennes, l'État ne peut pas gagner d'argent. À ces fonctions régaliennes s'ajoute, selon la pensée libérale, Adam Smith, etc., tout ce qui permet de produire des biens et services utiles à tout le monde, dans la mesure où ces biens et services ne peuvent pas être produits de façon profitable par une entreprise privée. Donc l'État ne peut pas investir. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa fonction, il n'est pas fait pour ça. Alors, si vous regardez à nouveau la loi de finances 2013, dans un poste très nébuleux qui s'appelle les économies, on voit que l'État fait des économies en décalant une dépense d'investissement. Alors là, tout de suite, mon œil s'est affûté. Je me dis, quelle est cette dépense d'investissement, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu? Donc, on a reculé pour 1,5 milliard d'euros des constructions de prisons. Alors, je veux bien admettre que la construction de prisons soit un investissement, mais là, ça voudrait dire une chose, c'est qu'on rétablit des travaux forcés. Mais nulle part, je n'ai vu écrit ça. Donc, je crois qu'il faut arrêter de souscrire à ce que vous lisez quand on dit l'État investit. L'État n'investit pas, l'État ne fait que dépenser. L'État, comme disait Bastiat, Frédéric Bastiat, un économiste libéral français, 1850, l'État a deux mains, il a la main qui prend et la main qui donne. Et il ne peut pas être manchot.
S'il prend beaucoup, il donnera moins. Parce que, ah oui, Bastiat a dit, il n'est pas manchot et il a les mains poreuses. Bah oui, parce qu'au passage, il faut quand même qu'il se serve. Mais donc, l'État prend et l'État donne. Mais l'État ne crée pas d'argent. Donc, on n'est pas mieux parti. Hein. Je vais accélérer. Donc, le PIB, c'est aussi, hein, souvent, vous avez ce fameux critère 3%, nanana, PIB. Bon, le PIB, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure d'une activité économique. Alors, toute activité n'est pas génératrice de richesse. Hein. Je pense que tout chef d'entreprise le sait. Il y a un moment, quelquefois, il y a une partie du chiffre d'affaires qui ne donne pas de bénéfices. Hein. Alors, la vérité sur la dette publique, hop, donc 1870 milliards, ça a changé hein, depuis que j'ai écrit, c'est pas grave, on doit être plus près de 1890. Pour 312 milliards d'euros de recettes présumées, je dis recettes présumées parce que je vous rappelle que le budget 2013, il est bâti sur une croissance de 0,8% qui n'arrivera jamais. Donc il faut plus de 6 ans de recettes intégrales hein, pour rembourser. Alors recettes intégrales, donc les hôpitaux arrêtent de fonctionner, l'éducation nationale arrête de fonctionner, remarquez ça, peut-être que ce serait pas mal. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'armée, voilà. Bon, et la charge de la dette qui court toujours, 47 milliards d'euros, avec des taux d'emprunt qui sont à un niveau plus bas historique de 260 ans. Juste pour recadrer, 260 ans, c'est la condamnation de l'encyclopédie par Diderot. Pas par Diderot, par Louis XV, pardon. La condamnation de l'encyclopédie de Diderot par Louis XV. Voilà, jamais, 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 les taux d'emprunt de l'État ont été aussi bas. Donc, ensuite, j'en viens à la pression fiscale. La France est un enfer fiscal. À côté, il y a des purgatoires, des paradis, mais nous sommes l'enfer fiscal. Donc, on détient un quasi-record mondial pour... Alors, je vous les ai listés. Je ne voudrais pas vous faire trop de mal quand même au début. Donc, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values, l'impôt sur le capital, l'impôt sur les mutations, l'impôt sur la mort. Voilà. Alors, je vais vous faire très mal, mais rapidement, rassurez-vous. Donc, l'impôt sur les plus-values, voilà ce qu'on paye au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, c'est en vert, Allemagne, Suisse, c'est en rouge, et Belgique, c'est en violet. En bas, c'est une échelle logarithmique, hein, donc 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros, voilà. Et puis en haut, c'est le taux d'imposition. Alors, on voit que ça plafonne gentiment en Suède à 30%. En général, à côté de chez nous, on fait attention à ne pas tuer les poules aux œufs d'or. Alors, l'impôt sur la mort, c'est l'impôt sur les successions. Hein. Là, ça va faire très mal aussi, un peu plus de 40%. Aujourd'hui, en France, donc, poids du secteur privé dans ce qu'il est convenu d'appeler le PIB, l'activité économique, c'est 57%. Poids du secteur privé, 43%. Donc, je vous rappelle que le secteur public ne gagne pas d'argent, ce n'est pas sa vocation, et qu'il n'y a que le secteur privé qui gagne de l'argent. Donc vous imaginez, vous avez une locomotive, puis vous avez les wagons derrière qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Bon, vous vous doutez bien que la locomotive, à un moment, elle va tirer la langue, elle va caler, puis elle va s'arrêter. Alors, le curseur communiste, c'est 100%, hein, et puis, à côté de nous, en fait, la proportion, je l'ai noté, c'est plutôt 45 pour le secteur public et 55 pour le secteur privé. Donc il ne faut pas s'étonner que les pays qui nous entourent aient plutôt une croissance plus vigoureuse que la nôtre. Bien, donc avant de faire faillite, on va passer dans la pré-faillite. Donc l'État est incapable de réduire ses dépenses, on l'a vu. Il faut donc qu'il augmente ses recettes. Et puis on a vu que la pression fiscale, ça allait être difficile. Donc, dans les dépenses de l'État, 60% sont les salaires des fonctionnaires. Et puis ensuite, deuxième poste de l'État, c'est la charge de la dette. Et dans les dépenses de l'État, ce qui n'est pas les salaires de fonctionnaires, ce sont des dépenses de redistribution.
Et ça va faire mal parce que 30% du budget des ménages sont des dépenses de redistribution. Donc, réduire les dépenses, c'est impossible, sauf à avoir plein de gens dans la rue. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait faillite, ou pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé à nous, pourquoi est-ce que nos taux ne montent pas? Bon, alors on a avancé, beaucoup d'explications. La Suisse rachète de la dette libellée en euros, puisqu'elle veut conserver la parité euro-franc suisse à 1,20. Une fois qu'elle a acheté tout ce qu'elle pouvait en Allemagne, ben, il lui reste les pays du deuxième cercle, c'est-à-dire la Belgique, l'Autriche et la France. Bon, donc ça peut expliquer que nos taux restent relativement bas. Je pense aussi, très honnêtement, que si nos débiteurs étrangers ne nous demandent pas plus cher, c'est parce que face à nos 1870 milliards d'euros de dette publique, nos débiteurs étrangers savent très bien qu'il y a en France 1800 milliards d'épargne vite mobilisables. Ce sont les contrats d'assurance vie, qu'ils soient en euros ou en unité de compte, on verra plus tard, et ce sont les livrets, livret A et livret LDD. Saluons une initiative remarquable de finesse de notre gouvernement. Il a dit qu'il allait augmenter les plafonds du livret. Ça, c'est génial. Les gens s'engouffrent dedans. Vous vous rendez compte? On ne paie pas d'impôts. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez une inflation à 2,10%, un taux de livret à 2,5%. Vous avez 0,4% d'intérêt, mais on ne paie pas d'impôts, c'est fabuleux. Donc, alors, tout va bien, hein, pas de panique. Pas de panique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir prendre là-dedans. Alors, on vit, ça aussi, c'est dans les médias spécialisés, nous vivons ce qu'on appelle la répression financière. C'est le FMI qui l'a dit. Ce n'est pas moi, c'est le FMI. Je vous cite le FMI. Donc, il y a répression financière quand un gouvernement prend des mesures pour orienter au profit de l'État des fonds qui, en l'absence de règlement du marché, de réglementation du marché, iraient ailleurs. Donc, en gros, non seulement on maintient les taux bas en dessous de l'inflation pour punir votre épargne, mais en plus, on bidouille la réglementation pour essayer d'attirer votre épargne. Alors, ces mesures sont les suivantes. Je vous ai mis en gras les choses importantes pour que vous ne vous fatiguiez pas. Prêts préférentiels auprès de publics intérieurs captifs, tels que les fonds de pension ou les banques nationales. Plafonnement des taux d'intérêt, réglementation des mouvements de capitaux. Je vous rappelle qu'en 1981, ça a été le cas. Lien plus étroit entre l'État et les banques par une participation publique explicite ou par une lourde pression morale. Ah, alors là, je sors, j'espère qu'il me reste 3 minutes, un truc croustillant. Ce n'est pas dans la présentation parce que c'était tout frais. En fait, c'est la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de Dexia. Voilà. Ça va arriver, c'était pour le 21 décembre. Alors, dans le paragraphe 5 de la dite convocation, Dexia pleurniche qu'il ne faut pas qu'on la laisse faire faillite. Je lis, je n'invente pas, je lis. Un défaut du groupe Dexia rendrait exigible par l'effet de clauses de défaut croisées et d'accélération figurant dans les conditions des emprunts conclus par certaines entités du groupe la totalité de sa dette, soit environ 386,5 milliards au 30 septembre 2012, et les montants dus au titre de contrats de dérivés, soit un montant notionnel d'environ 605 milliards au 30 septembre 2012. Ce n'est pas tout. Un tel défaut menacerait la stabilité de l'ensemble du système financier européen. Blablabla, je vous coupe un petit peu la citation. Un risque important de contagion de la zone euro. Un défaut du groupe Dexia déstabiliserait également les marchés de la dette souveraine, en ce compris, SIC,
ceux de la zone euro. Voilà. Donc ça, c'est trop gros pour faire faillite. En gros, vous avez sous les yeux une petite phrase qui dit faut pas nous laisser faire faillite, s'il vous plaît, parce que sinon, alors, ça ira très mal sur vos emprunts d'État. Bon, et puis alors, avant, on avait eu bon, ben alors, on va vous sauver parce que vous êtes trop gros pour faire faillite, etc., etc., etc. Donc, on se moque du monde. C'est le 21 décembre, hein, ce que ça intéresse, cette Assemblée générale extraordinaire. Évidemment, Dexia, comme la Grèce, comme le reste, ne fera pas faillite. Nous allons payer. Bien. C'est la lourde pression morale, hein, on y est là. Les assureurs ont le droit de bloquer les sorties. Aujourd'hui, l'arsenal juridique existe. Aujourd'hui, si un assureur s'aperçoit qu'il y a trop de décollecte, il va aller pleurnicher auprès de l'AMF et il va dire il faut empêcher les gens de sortir, je ne veux plus de décollecte. Et l'AMF va dire vous n'avez plus le droit de sortir, les contrats sont gelés, il faut le savoir. Lorsque vous avez des contrats en unité de compte, vous n'avez pas d'action. Vous avez une créance sur votre assureur pour la valorisation de vos fonds en actions. Mais vous n'avez pas les actions. Alors, les livrets A, c'est des emprunts d'État. Alors oui, je sais, les livrets A servent à financer les HLM. Pas tout à fait, hein. Donc, une partie sert à financer les HLM, et l'autre, la Caisse des dépôts et consignations, les place sur les marchés financiers. En quoi? En obligations souveraines, évidemment. Entre parenthèses, la Caisse des dépôts s'est pris l'année dernière une perte dans les gencives parce qu'elle avait encore de la dette grecque. Bon, là, ils vont recycler en emprunt d'État français, évidemment. Il faut savoir aussi que les dépôts bancaires, c'est des capitaux visibles et facilement taxables. Donc, on peut très bien dire c'est un cas de force majeure, urgence nationale, patata, patati, patata, eh bien, 1% voilà, de tout ce qui traîne sur vos dépôts en banque. Voilà, c'est un effort national pour sauver la France. Alors, vous allez me dire, j'exagère, tout ça. Ça, c'est un député, Hervé Mariton, un député UMP. Voilà. En 2009, heureusement, on enregistre les débats de l'Assemblée nationale. Et donc, ça permet d'enregistrer les bêtises qui s'y disent. Donc, voilà. Imaginez, alors il rêve, là, comme ça, à la tribune, à l'Assemblée. Imaginez une recette extraordinaire. Elle pourrait être non pas d'augmenter les impôts, non, mais de lancer un emprunt qui pourrait être un emprunt forcé. Voilà. Donc, inutile de vous dire que si Hervé Mariton, député UMP, rêve comme ça, vous allez imaginer les fantasmes des autres. Hein? Alors, les emprunts forcés, il y en a eu. Il y a eu, je vous rappelle, alors l'an 2 de la République, l'an 4, toujours de la République, en 1848. En 1983, on l'a oublié, sous François Mitterrand. Voilà, il y a eu un emprunt obligatoire. Bien, interdiction de sortie des capitaux, on l'a déjà vécu, on va pouvoir le vivre. Je vous signale que ces interdictions sont en vigueur déjà en vigueur en Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne. Alors, on ne vous dit pas que c'est pour vous emprisonner, etc. Pas du tout. Non, on dit que c'est pourquoi? Pour éviter le bank run, patati patata. Bon. Le contrôle d'échange, bon, alors le contrôle d'échange, ça va être plus dur, ça les embête, ils sont prisonniers de l'euro, si j'ose dire, là, pour le coup. Mais bon, à partir du moment où vous avez une interdiction de sortie de capitaux, vous avez quand même une certaine étanchéité des frontières. Bon, alors, très rapidement, comment vous défendre? Bon, d'abord, déjà, je pense que c'est pas un moment à s'endetter. Il est évident qu'il faut se débancariser, ce que j'appelle se débancariser, c'est-à-dire ne pas laisser traîner le minimum sur des comptes bancaires, hein, puisque l'État va être susceptible de pouvoir se servir quasiment sans préavis du jour au lendemain. Je rappelle, je suppose que dans un public comme ça, mais enfin,
c'est pas le cas, mais chacun son métier. Hein. Vous achetez pas du pain chez un boucher. Le rôle d'une banque, c'est pas de faire des opérations sur titre, par exemple. Hein, donc, si vous avez un compte titre, il est beaucoup mieux chez un courtier ou chez plusieurs courtiers. Vous vous débrouillez, voilà. Il faut répartir vos dépôts. Et si jamais vous avez un gros dépôt qui arrive d'un coup parce que vous avez vendu une entreprise, réalisé de l'immobilier, etc., bien évidemment, vous fractionnez vos dépôts. Alors l'idéal, donc, c'est d'avoir un petit compte sur lequel transitent vos prélèvements, un petit compte courant. Bon, et puis le reste, vous vous débrouillez pour que ce ne soit pas directement captable par l'État tranquillement sur les comptes bancaires. Oui, j'ai mis vos actions chez un courtier ou au nominatif. Ceux qui ont des actions, bon, je pense que le régime du nominatif pur, alors ça veut dire que vous êtes actionnaire pour une longue durée, etc. Mais c'est bien parce que vos actions ne sont plus dans le système financier. C'est l'entreprise qui décide d'accorder ce régime du nominatif pur. Elle a un gros registre et elle note Monsieur Tartampion, 100 actions, voilà, et on sait que c'est là, et vous ne dépendez plus du circuit bancaire. Bon, pareil pour les liquidités et l'or, mais évidemment, vous le savez puisque vous êtes ici, et puis évidemment, aucune obligation souveraine en euros, ça c'est à fuir comme la peste. Bon, et ensuite, qu'est-ce que surveiller pour l'évolution de cette situation? Quand est-ce que nous allons faire faillite? Réponse, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de 4% du taux d'emprunt à 10 ans français, tout le monde est très mal. Les assureurs, l'État pour la charge de la dette. Ça c'est sûr. La baisse de l'immobilier. Je rappelle qu'en Espagne, c'est ça qui a fait couler l'Espagne, hein, en fait, c'est la baisse brutale de l'immobilier qui a rendu insolvables les banques, etc., etc. C'est pour ça qu'on en est là. Hein, donc ça, c'est vraiment à surveiller. Alors aujourd'hui, on se gargarise, on dit que l'immobilier va très bien, etc. Dans les titres de journaux, on n'est pas encore trop alarmiste. Il faut savoir que les données des notaires, c'est avec 6 mois de retard. Hein. En général, c'est le temps pour faire une vente. Hein. Donc, quand ça va se retourner vite. Moi, je connais des gens qui me disent, alors aussi bien du côté vente que du côté achat, qui me disent que les prix top qu'on lit dans les journaux, c'est pas ce qu'ils ont eu. Hein. S'ils mettent leurs biens affichés au sommet du prix affiché dans les journaux aujourd'hui, ils n'ont pas full de candidats, ils n'ont même personne d'ailleurs. M'ont dit quelques personnes dans mon entourage. Il faut savoir aussi que, d'après quelqu'un dans l'immobilier que je connais, le jour de la publication là, de la loi de finances, il y avait plus de 900 appartements de plus de 1,2 million en vente à Paris. Immédiatement, pouf, qui étaient arrivés sur le marché. Donc, en fait, le marché comme immobilier, comme tout marché, il a besoin d'être poussé par le bas. Hein. Il n'y a pas que des joueurs de foot, etc., ou des traders pour acheter ce qu'il y a en haut. Donc, voilà, c'était le moment des questions. C'est fini. À qui la première question? J'avoue que je ne comprends jusqu'à présent pas bien votre littérature. Alors vous dites acheter de l'or, pas acheter de l'or, faut attendre que ça baisse, faut attendre que ça monte. Le juge de paix ceci, si vous pouviez, pour des pauvres gens comme moi, donner quelques explications. Merci. Si vous avez une OAT à 10 ans qui vous offre du 2% et une inflation en rythme annuel, hausse des prix de 2,5%. Vous perdez donc 0,5% par an. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Suisse, c'est vrai au Japon. Parce que s'il y avait une monnaie normale qui vous rémunérait vos dépôts à 5%, tout le monde serait dessus. Il n'y en a pas.
Donc l'or monte. Donc tant que les taux d'intérêt réels sont négatifs, vous achetez de l'or. Personnellement, bon, il y a des gens qui sont très estimables, qui font du trading, etc. Je n'ai jamais conseillé ça à mes lecteurs. Le trading est encore une fois une matière honorable, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai une position qui est, je suis long only, c'est-à-dire toujours acheteuse de l'or dans les creux, tant que la crise actuelle n'est pas résolue. Quand la crise sera-t-elle résolue, allez-vous me dire? Deuxième question. Réponse, je n'en sais rien. Mais lorsque les taux d'intérêt réels seront devenus positifs, il est évident que pourquoi acheter de l'or? Continuer à en acheter. Il faudra plutôt vendre. On sera probablement arrivé à un sommet. Quel sera le sommet, allez-vous me dire? Je n'en ai aucune idée. La seule chose est que je sais que ce ne sera pas la même monnaie dont on va parler. Que le sommet soit à 5 000 $, 10 000 $ ou 1 million de goublos, ce ne sera pas la même monnaie que celle dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Donc, dès que les taux d'intérêt réels redeviennent positifs dans une monnaie, l'or n'a plus d'intérêt. Je vous rappelle que lors de la dernière crise monétaire, l'inflation était à 15% aux États-Unis, Volcker a poussé les taux courts à 20%, l'or s'est calmé. Il y avait les 5% de différentiel dont toute personne honnête a besoin pour rémunérer une épargne. Au sujet de la main basse de l'État sur les contrats d'assurance vie, que deviennent les assurances-vie en SCPI? Est-ce qu'on pourra quand même en récupérer son argent si on a besoin de le sortir? Tout ce que vous avez chez un assureur, tout, n'est qu'une créance sur un assureur. Voilà. Non mais c'est comme ça, je veux dire, vous n'êtes pas propriétaire de ce qui est entreposé, vous êtes propriétaire d'une créance à hauteur de. Vous avez choisi d'avoir un contrat en SCPI chez un assureur, vous êtes propriétaire d'une créance à hauteur de la valorisation de votre contrat. Et lorsque le contrat est nanti par une banque, c'est elle la propriétaire, est-ce qu'elle pourra récupérer? Bon, vous les laissez se débrouiller entre eux, hein. C'est pas vos oignons. Oui, si vous possédez de l'or donc physique, une partie chez vous, acheté dûment sur facture, est-ce que l'État peut quand même mettre la main basse sur votre investissement? Bon, alors, je vous interromps tout de suite. Hein. Bon, ils sont 120 000 à Bercy. C'est beaucoup. Je reconnais que c'est beaucoup, 120 000. Mais là, je veux dire, l'État, il va avoir besoin de lever des liquidités rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter la TVA, il va mettre une taxe sur les dépôts bancaires, etc. Je veux dire, envoyer les 120 000 sbires de Bercy qui vont dire « Ah oui, mais il nous faut une formation pour aller voir chez les gens s'il y a de l'or. » Non, ça, j'y crois pas.